a déjà commencé à parler avec Capucine de la joaillerie et de son monde. Je retrouve Capucine. On s'était vu l'année dernière dans le salon, justement Timeless. J'avais aimé de jolies créations qu'elle avait montrées. Alors aujourd'hui, je suis heureuse parce que je vais rentrer en fin de compte. On va faire le contraire. L'année dernière, j'ai vu ses bijoux. Aujourd'hui, elle va parler de ses bijoux et de tout son environnement. D'ordinaire, je découvre les bagues après les discussions. Là, je sais un petit peu ce que c'est, comment c'est. Et c'est d'autant plus intéressant, justement parce que son monde est intéressant. Je te laisse te présenter, Capucine. Je te laisse parler de ton environnement, de ton parcours. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir à quel moment tu vois la joaillerie, à quel moment tu percutes la joaillerie, parce que justement, c'est une bonne question quand on te connaît, quand on sait un petit peu ton environnement et ton histoire. Et je te laisse dire un petit peu plus sur ta marque. Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là. Donc effectivement, je m'appelle Capucine, j'ai 28 ans maintenant et ça fait presque 4 ans que j'ai créé ma maison de joaillerie engagée. Donc déjà, comment tout ça est né? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que petite, j'étais passionnée de cailloux, de minéraux. J'avais déjà une petite collection de pierres, mais vraiment des cailloux trouvés en montagne, hein, rien de foufou. Mais ça me fascinait, la physique derrière ça, le côté mère nature arrive à créer des couleurs comme ça, je sais pas, j'étais fascinée. Et à côté de ça, j'étais assez créative et j'ai eu de la chance, mes parents n'étant pas créatifs du tout, m'ont quand même beaucoup encouragée là-dedans. Je faisais beaucoup d'activités extrascolaires, du dessin, de la bande dessinée, de la poterie, de la couture. Chaque année, je pouvais tester quelque chose de nouveau et ils m'encourageaient là-dedans. Donc ça, c'est une grande chance. Et assez jeune, je pense, vers 7-8 ans peut-être, j'ai appris qu'il y avait un métier, un domaine en tout cas, qui combinait les pierres et le dessin et la créativité. C'était la joaillerie. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, je le mets dans un coin de ma tête. Et ça m'a fascinée un petit peu. Donc en grandissant, j'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup emmenée également. J'habitais près de Paris, voir des expositions de bijoux, de mode. Elle a nourri cet esprit également pour l'amour du beau, je dirais. Et vers le stage de 3e, donc vraiment ce qui sert à personne au monde, moi je suis l'exception, on va dire, qui confirme la règle. J'ai eu la chance de le faire chez Van Cleef & Arpels. Et dès le premier jour, j'ai dit, je ferai ça. C'est là où je dois être, c'est ma place. Je sais que je suis faite pour ce milieu. Et c'était un stage génial parce que tous les jours, en fait, ils m'ont fait changer, ils m'ont fait voir tous les services. Donc voilà, j'ai fait de la maquette, j'ai fait les lapidaires, je suis allée voir la créa, je suis allée voir les ateliers. C'était incroyable. Et donc dès la 3e, donc déjà je l'avais dans un coin de ma tête et là je me suis dit oui, je vais faire ça, je pars là-dedans. J'ai pas voulu me professionnaliser dès la 3e, alors que c'est vrai que j'aurais pu, vu les études que j'ai faites. J'ai quand même voulu passer mon bac parce que je me sentais pas d'aller directement dans le milieu pro. Et j'aimais beaucoup Enfin voilà, je voulais rester avec mes amis, je voulais continuer les sciences aussi. J'ai donc fait un bac S et j'ai adoré ça quand même. Je pense que j'aurais aussi pu aller dans une carrière peut-être scientifique, on sait jamais. J'adore comprendre comment la Terre fonctionne. En fait, c'est ça. J'aimais pas du tout les maths, mais par exemple, j'adorais la SVT, la physique, tout ce qui touche à comment la Terre fonctionne, pourquoi. Je trouve ça fascinant et pour moi, ça a quelque chose de magique en fait. C'est magique, une symbiose. Voilà, le processus de la naissance d'un flocon de glace, le processus de photosynthèse, c'est des choses que j'ai ensuite abordées. Pour moi, c'est de la magie. Enfin non, je sais scientifiquement pourquoi, mais je trouve ça fabuleux. Donc voilà, et ensuite, j'ai donc passé les concours de l'école BJOP, qui s'appelle maintenant HEJ, pour faire un CAP puis un BMA, donc c'était 4 ans d'études en art du bijou et du joyau. Donc là, c'est vraiment que de la fabrication, même si, pareil, c'était un super cursus. On apprend à tout fabriquer dans un bijou de A à Z.
On avait un peu de gémologie, on avait du dessin technique, on avait de la 3D, on avait beaucoup de métal évidemment. On avait vraiment tout ce qui touche à un bijou parce qu'il partait du postulat que je trouve très très bon. Un bijou, c'est un travail d'équipe. Il y a rarement un créateur qui crée absolument tout de A à Z. Il faut le gémologue, il faut le lapidaire, il faut le fondeur, il faut le graveur, le sertisseur. Et donc, tout à fait. Et donc, ils pensaient qu'il fallait qu'on connaisse un peu de tout pour ensuite bien travailler en équipe, se passer l'information. Et je trouve que c'est génial comme mentalité. Moi, j'étais principalement dans des études de fabrication de bijoux, donc métal, mais j'ai un peu tout appris également pour comprendre comment les autres corps de métier travaillaient, ce qu'ils attendaient. Et maintenant, quand je vais voir mon sertisseur, je sais très bien comment il fait, je sais quoi lui dire, ce qu'il faut faire, pas faire. Je sais quelles questions lui poser et je pense que c'était une force donc, d'avoir fait ça à l'école. On a également fait des très beaux stages dans des maisons place Vendôme ou quoi, avec HEJ. C'était vraiment une très belle école, une super expérience. C'était une petite école, donc on était très encadrés par les professeurs. J'ai un excellent souvenir de cette école. Mais j'ai senti que je voulais aller de plus en plus vers le design, vers ce que raconte un bijou. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans la joaillerie. C'est pourquoi on porte des bijoux et pourquoi ils ont cette forme. C'est donc lié à l'histoire du bijou, la fonction primaire d'un bijou. Je trouve ça fascinant qu'un bijou, ça puisse raconter l'appartenance, que ça soit religieux, ça peut être l'engagement amoureux, ça peut être un engagement émotionnel parce que c'est le bijou que ma grand-mère, elle portait, ça peut être le premier bijou que je me suis offert avec mon premier salaire, ça peut être un bijou acheté dans mon premier voyage. En fait, c'est l'histoire du bijou que je trouve fascinante. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que le design pouvait également apporter. Comment on raconte des histoires avec le design. Et c'est, je pense, la question maîtresse de tout mon travail. Je suis donc partie à Londres, à la Central St. Martin's School, faire un master de design. Et c'est un master extrêmement intéressant où on n'est pas du tout contre joaillier. En fait, n'importe qui peut venir avec un projet sur lequel il va travailler pendant 2 ans. Mais il y avait des ébénistes, des céramistes. On est une petite promo, on était 20-25, je pense. Mais voilà, il y avait de tout, tous les domaines. Et il faut venir en disant, voilà, moi j'ai cette idée, donnez-moi 2 ans pour créer ce projet. Et moi, mon projet, c'était de créer des bijoux qui nous lient à la protection de la planète. Parce que là, j'ai parlé de mes études, mais en parallèle, moi, mon engagement pour la protection de la planète grandissait également. Je me sensibilisais de plus en plus et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de combiner les deux et pas que de m'arrêter aux matériaux parce que je trouvais à l'époque que beaucoup de marques, en tout cas, il n'y avait pas encore beaucoup de marques qui s'engageaient, mais celles qui le faisaient, ça allait s'arrêter aux matériaux. Et souvent, je trouvais que le design n'avait pas forcément quelque chose trop à dire. Il allait être minimaliste pour aller avec de tout, il allait être assez sobre, mais ils essayaient pas trop de raconter des histoires. C'était vraiment la traçabilité avant tout, ce qui est très très bien. Je veux pas qu'on déforme mes propos, mais moi ce que j'aime c'est le design, c'est comment avec des formes, avec des couleurs, avec des textures on peut raconter une histoire. Donc c'est ce que j'ai pitché pour rentrer dans ce master, l'idée leur a plu et ils m'ont dit ok, t'as 2 ans donc pour travailler ce sujet de fond en comble et voilà. Et donc c'est un master où on est très solitaire. Honnêtement, on n'a quasiment aucun cours. Peut-être 1 ou 2 fois par mois, on a un cours, mais il va être très rapide, vu que de toute façon, tout le monde vient d'un milieu différent. Donc il n'y a pas de cours de joaillerie, par exemple. Mais c'est plutôt, on est tout seul dans sa tête, dans la bibliothèque, dans l'atelier. Il y avait par contre un atelier de joaillerie mis à disposition pour moi. Et il faut travailler dans son coin, mûrir sa réflexion, lire énormément de choses parce qu'effectivement il y a ce qu'on appelle un critical review à rendre à la fin, donc un genre de mémoire sur le sujet évoqué et voilà. Et donc en fait moi tous les mois je nourrissais ma réflexion, tous les mois j'avais rendez-vous avec mon tuteur pour lui dire où est-ce que j'en étais et ensuite lui il va nous orienter un petit peu vers une direction, vers une autre, il va nous inciter à creuser certaines choses pour finalement les oublier, mais ça fait partie de la création. Et je pense que ce master m'a également donné peut-être la force de me dire je peux me lancer seule. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de travailler seule pendant 2 ans déjà, d'être très très autonome. C'était pas du tout encadré.
Et c'était super également comme enseignement. Rien à voir avec ce que j'avais eu à Paris, où on était pour le coup très encadré. Mais je trouve que ça se complète bien. Et avec le recul, je suis très heureuse d'avoir eu ce parcours. J'entends ce que tu peux dire dans les produits, dans la traçabilité, dans ce genre de choses. Mais toi, tu l'as mis avant. C'est-à-dire que dès la réflexion, tu te poses la question de ça peut être quoi cet engagement au niveau du design. Tout à fait. Alors, j'ai réfléchi sur la responsabilité sociale et environnementale, évidemment, il y avait la traçabilité des matériaux, mais pour moi, effectivement, à partir du moment où on a trouvé les bons fournisseurs, on s'est beaucoup renseigné sur quel choix on voulait faire. Si on prend rien que l'or, il va y avoir des débats entre est-ce qu'il vaut mieux de l'or recyclé ou de l'or Fairmined. Si on veut le diamant, voilà, je ne sais pas si on va ouvrir ce débat, je ne sais pas si c'est pertinent, mais voilà, le diamant de laboratoire, beaucoup de gens vont le trouver extrêmement sustainable, d'autres pas du tout. Donc voilà, j'ai dû me renseigner beaucoup sur déjà les matériaux, me faire mon avis, et ensuite trouver les fournisseurs avec lesquels moi je voulais travailler. Mais pour moi, à partir du moment où ça s'est trouvé, j'étais ok. Et ensuite, et c'est vrai qu'en tant que designer, ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est vraiment voilà la forme, le design pur et dur du bijou. Qu'est-ce qu'il raconte et voilà, la traçabilité, c'est fait. J'ai mis plusieurs mois à vraiment comprendre et on continue toujours. Hein. C'est un sujet qui est en perpétuelle évolution. Donc voilà, je dirais que oui, c'était très vite acquis la traçabilité, que je voulais en avoir une que moi je vais estimer la plus neutre. Je dis pas que c'est la bonne réponse parce que voilà, il y a d'autres marques qui vont être responsables, mais pas du tout avec la même approche que moi. Donc il n'y a pas une bonne réponse, mais il y a des points de vue. Et ça dépend aussi ce qu'on priorise. Par exemple, si on met en avant l'or recyclé ou l'or Fairmined, tout comme le diamant de laboratoire, c'est est-ce qu'on veut prioriser l'environnement ou le social. C'est pas du tout la même chose et à chacun de mettre sa priorité sur ou la planète ou le social, par exemple. Voilà. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment raconter des histoires, en fait, surtout. Donc, en fait, il fallait que je crée une collection pour ce master. Et je voulais parler donc d'un sujet sur l'urgence climatique. Et en fait, je ne sais pas si tout le monde le sait, peut-être, l'Arctique, c'est la zone du monde qui se réchauffe le plus vite sur la planète. Jusqu'à 5 à 7 fois selon les études, mais c'est la zone la plus chaude actuellement, enfin qui se réchauffe le plus vite. Et c'est une zone dont je trouve qu'on ne parle pas énormément. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, peut-être parce que il y a plein de personnes qui se disent qu'en plus, quand l'Arctique sera complètement fondu, ça va être des nouvelles routes maritimes, donc ils y voient des avantages. Bref, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, et pourtant, c'est absolument primordial. Et c'est quelque chose, si ça disparaît, pour l'instant, ça ne reviendra pas. Ça veut dire qu'on va détruire toute une biodiversité du pôle Nord. Donc ça m'affectait, et je me suis dit, ok, il faut que ma première collection parle de ça. Et en fait, pour toutes mes prochaines collections, dont on parlera probablement après, en fait, je vais juste trouver un thème qui, moi, me touche beaucoup. Soit parce que je trouve qu'il est important et qu'on n'en parle pas, soit parce que j'ai un affect particulier avec une thématique. Mais en fait, donc, tout ce qui crée d'abord la collection, c'est trouver le thème que je souhaite aborder. Donc d'abord, ça a été l'Arctique. Et après, c'est me dire, ok, quoi concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vais beaucoup travailler par mots-clés. Ça va être des notions. En fait, c'est plus même que des mots-clés, c'est des notions. Mais d'abord, effectivement, mon travail il va être très, très écrit ou très... Intellectuel. Oui, je voulais pas mettre ce mot, mais oui, très réfléchi. Tout à fait, exactement. Ça va être vraiment des notions, des concepts. Et ensuite, il va falloir se dire comment, dans le design, je transmets cette idée cette idée qui est importante. Et ce que j'ai fait, parce que ça me paraissait pertinent, je voulais pas parler de quelque chose que je maîtrise pas. Je suis donc partie au Svalbard, qui est un archipel le plus au nord du monde, donc qui fait partie du cercle polaire arctique. J'étais à Longyearbyen, qui est donc un des... je suis désolée, j'ai que le mot en anglais, un des villages le plus au nord du monde, où il y a énormément de recherches scientifiques. Là-bas, moi, j'ai contacté des scientifiques et des glaciologues notamment pour comprendre les glaciers, la fonte des glaciers. Notamment, par exemple, Kim Holmen, qui était à l'époque le directeur international de l'Institut polaire,
ou encore Heidi Sevestre, qui est une glaciologue française extrêmement connue dans le milieu, mais par exemple là aujourd'hui elle est à la COP 29. Elle est très activiste également en tant que glaciologue. Et donc j'ai pu rencontrer notamment ces personnes qui m'ont expliqué, qui m'ont emmenée sur le terrain. Tout à fait. Ils ont essayé de m'expliquer comme ils pouvaient. Et en fait, ils étaient même amusés, je pense, de mon projet. Je pense que ça les changeait. Et je suis partie avec eux sur le terrain. On était dans des petits bateaux. Parce que c'est comme ça qu'on peut se promener. Enfin, se promener. Expédier plutôt. Aller voir des glaciers. Comprendre ce qui se passe. Et c'était absolument incroyable. C'est une expérience folle que j'ai eue. Et quand je suis repartie, j'étais pour un petit peu 1 mois, je crois. Je me suis vraiment sentie repartie avec une mission en me disant je dois transmettre l'urgence que j'ai sentie là-bas, la détresse des glaciologues, des habitants, comment je vais transmettre ça dans mon travail, comment je vais raconter toutes ces histoires. Voilà. Et comment tu fais le lien entre cette aventure, on va dire, cette expédition, cette aventure, et après la création joaillère? Comment, à un moment donné, tu switches comme ça? Alors honnêtement, ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Moi, la dernière collection, par exemple, sur laquelle j'ai commencé à travailler, c'était en été 2022. Là, on est en fin d'année 2024 et j'ai pas fini encore. J'ai des pièces qui sont finies, mais j'ai pas tout fini. Donc ça met beaucoup, beaucoup de temps. Je dirais qu'en fait, il faut plusieurs mois pour absorber tout. Je fais aussi beaucoup d'interviews de toutes les personnes que je rencontre et je les réécoute en boucle et en boucle pour me dire quels mots-clés, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui me marque. Je vais évidemment faire de la recherche aussi ailleurs, regarder des documentaires, lire des choses. Donc j'essaye d'accumuler beaucoup, beaucoup de connaissances sur le sujet. Et évidemment prendre beaucoup de photos. Faut quand même qu'on ait un peu de contenu visuel à un moment. Mais ça va être vraiment le temps de réfléchir à process, à tout ce qui m'est arrivé. Prendre le recul, j'écris des journaux de bord, évidemment, quand je pars en expédition, pour pareil, me dire, ok, j'ai ressenti quoi à ce moment-là? Et je vais les relire pour me dire qu'est-ce qui me paraît important maintenant de raconter. Et après, là, on va revenir sur les notions. Si on prend l'Arctique, je me suis dit, ok, quelles sont les notions importantes? Il y a eu des mots... Là, j'avais un peu travaillé avec des mots-clés. Il y avait le mot-clé de la fissure. Qu'est-ce que ça représente, la fissure d'un glacier? En fait, ça représente la perte de données, parce que les glaciers, ça permet de faire des carottes. Donc, c'est quand on extrait des espèces de carottes de glace. Et ça, c'est de la donnée scientifique. Et c'est de la donnée qui permet de savoir comment était le climat, l'atmosphère à l'époque. Si on perd les glaciers, oui, voire beaucoup, beaucoup plus en plus. Et en fait, si on perd les glaciers, on perd ces données scientifiques. Donc, on perd plein de choses. Le glacier, ça permet de refroidir la planète, c'est un écosystème, mais c'est aussi de la donnée scientifique qu'on perd. Et donc, j'avais fait une bague avec un glacier qui se fissure et on voyait... Alors moi, j'avais mis plein de mini-flocons qui s'échappaient, mais qui symbolisaient les données qu'on était en train de perdre, pour montrer qu'on perd de l'information. Voilà. J'avais travaillé beaucoup sur la cristallisation. J'aime beaucoup étudier le monde microscopique, et ça s'est vu dans ma deuxième collection. Donc j'avais étudié au microscope électronique des flocons de neige en train de fondre. Et par exemple, il y a une bague où j'avais fait un time-lapse d'un flocon que j'ai découpé en 17 étapes de comment on a un flocon parfait à une flaque d'eau. Et ça a créé une bague où il y a 17 couches. Et petit à petit, elle symbolise les étapes de fonte du flocon de neige. Donc ça, c'est pour montrer la fonte d'un flocon. J'ai une broche sur la cristallisation. C'est un peu une branche de flocon de neige, pareil, qui s'enroule et qui représente la cristallisation, parce qu'on a l'habitude de voir le flocon classique, mais en fait, quand on plonge dedans, il y a plein de strates qui symbolisent plein de choses. Donc en fait, ça va être trouver les notions clés, mais ça met beaucoup de temps. Ça met des mois pour trouver toutes les notions clés que j'ai envie d'aborder, tout ce qui me paraît pertinent. Et après, ça va être faire des photos, retrouver les photos, faire beaucoup de mood board, évidemment, pour capturer l'énergie d'un iceberg. Par exemple, il y avait une bague iceberg. Qu'est-ce qui symbolise profondément un iceberg? Comment je vais symboliser un iceberg? Et là, c'est beaucoup, beaucoup de dessins, beaucoup d'itérations. Évidemment, j'ai des carnets de croquis, mais à ne plus savoir quoi en faire. Mais je replonge régulièrement dedans, en fait, pour être honnête.
Mais voilà, et donc là, beaucoup d'itérations. Ensuite, il y a la partie maquette. Comme j'ai de la chance d'avoir un passé joaillier, je fais mes maquettes moi-même. Et je pense également que c'est une force de ne pas être un designer qui fait que dessiner, mais de très vite pouvoir passer en 3D. Et ça m'est déjà arrivé pour certains bijoux. Par exemple, quand je voulais représenter la fonte de la glace, c'était compliqué de dessiner un flocon qui est à moitié en train de fondre. Donc par exemple, je suis directement passée en cire. J'ai pris mes outils et je me suis fait confiance. Dans ma tête, je voyais une forme et je me suis dit, on va voir ce que les mains arrivent à ressortir. On passe de la phase intellectuelle à la phase un petit peu plus réaliste. Moi, quand tu parles de ton expérience comme ça me fait penser à tous les livres de découverte de ces femmes qui partent, que ce soit au Tibet, au Maroc, tu sais, dans les années début du siècle, elles sont parties découvrir en moto, à pied ou de différentes manières en bateau. Toi, tu pars comme ça, c'est encore une autre manière de faire et de voir les choses. J'avais conscience, j'avais entendu cette histoire-là, mais j'avais pas conscience comment ça avait impacté si fort ta réalité et ta joaillerie. Donc là, à un moment donné, ça complique quand même de mettre en 3D. Parce que je vois bien que tu pourrais faire des tableaux, je vois bien que tu pourrais écrire des livres, je vois bien que tu aurais ces médias-là, mais tu restes dans la joaillerie. C'est ton expression qui est qui te sert le plus, dans lequel tu es le plus habile. Alors, comment elle se met en place? Oui, la joaillerie, je sais pas le média, mais c'est le support que j'ai choisi d'utiliser. Et déjà, je l'ai toujours, enfin comme je le dis, je l'ai su très vite. Je sais que je suis à ma place dans ce milieu. Vraiment, j'ai pas de doute. Et je suis pas, moi pour moi-même, je peux m'amuser à me faire des peintures, des choses comme ça. Mais je sais que vraiment, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai jamais remis en question ce milieu, en tout cas le choix d'être dans ce milieu. Et il y a deux raisons à ça, et après je reviens à la question. En fait, il y a deux styles de bijoux sur lesquels moi je vais travailler. Donc on est évidemment sur du luxe, donc de l'or 18 carats et des pierres précieuses sourcées. Mais en fait, pour moi, voilà, il y a les bijoux du quotidien. Je vais travailler sur des bijoux qu'on peut porter quasiment au quotidien. Et ce que j'aime, c'est le côté message. C'est le bijou qui raconte nos valeurs. Tout comme j'aurais un bijou, une bague de fiançailles ou un bijou qui montre ma religion ou j'en sais rien. Moi, je l'associe vraiment à ça. Le fait que ce soit un symbole de notre engagement. Et je trouve que c'est beaucoup plus pérenne, par exemple, qu'un vêtement ou quoi qui va se détériorer, qu'on va pas porter peut-être tous les jours. Un bijou, on peut le porter tous les jours, on va le garder, on va le transmettre. C'est extrêmement circulaire en ça, la joaillerie. On ne jette pas un bijou, on va le donner, on va le revendre. On peut même refondre l'or et réutiliser les pierres, mais il y a quelque chose comme ça que j'aime beaucoup dans cette transmission, cette circularité. Et après, il y a les pièces de haute joaillerie. Ça, j'en ai pas encore fait beaucoup parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail et d'investissement. Mais j'ai commencé à en faire quelques-unes. Et là, ce que je vais aimer, c'est le côté, pour moi, c'est de l'art pur et dur. C'est des années de travail, c'est des dizaines de petites mains qui vont travailler ensemble pour créer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est magnifique. En fait, pour moi, c'est vraiment de l'art collectif qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Et c'est ça que j'aime dans la haute joaillerie, parce qu'on peut reprocher des choses à la haute joaillerie, euh, mais en fait, c'est de l'art. Et c'est ça que j'aime. Et donc, il y a des pièces également que j'ai pu faire qui, pour moi, voilà, je vais les voir. Voilà, il y a 10 personnes qui ont travaillé dessus. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. C'est une œuvre d'art. C'est pas une œuvre du tout à porter au quotidien, pour le coup, mais elle doit s'admirer dans tous les aspects et ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup de détails. Moi, j'aime bien avoir des bijoux, il y a beaucoup de détails, avec plein de choses cachées. Tu joues sur les détails parce que ces détails-là ont une importance. Quand tu dis que le flocon met en 17 étapes pour fondre, qui le sait? Tu vois, c'est pas non plus quelque chose qui est foncièrement facile à identifier, mais encore moins à mettre en joaillerie. Là, on est dans du domaine
de l'intellectuel et on repart dans une autre histoire. Mais dans la haute joaillerie, ça te permet d'avoir le support le plus facile, dans le sens où tu vas travailler avec des différents métiers. On est dans une œuvre collective et intellectuelle. Collective parce qu'il y a des métiers, mais individuelle aussi parce que tu es maître d'œuvre, maître d'art. Exactement, tout à fait. Et c'est ça que j'aime en fait dans la joaillerie. C'est voilà, que ce soit le côté bijoux qu'on peut porter au quotidien pour raconter quelque chose de personnel sur nous ou pas. Tous mes bijoux, ça ne se voit pas du tout forcément ce qu'ils racontent au premier abord. Ou voilà, un côté bijoux d'œuvre d'art. Mais je n'ai jamais remis en question ce support. Je sais que c'est le support qui me convient en tout cas. Effectivement, après mon master, il y a eu le Covid en fait. Il y a eu le Covid et moi qui hésitais à partir travailler dans une grande maison parce que je commençais à avoir des propositions ou rester toute seule et fonder ma maison, le Covid m'a encore plus donné, peut-être poussé, peut-être même, à créer ma maison parce qu'en fait tout a été mis sur arrêt pendant 6 mois, 8 mois et je me suis dit ok, j'ai du temps pour moi. Le monde est à l'arrêt, je vais aller au bout des choses, je vais créer un compte Instagram, créer un site internet et parler de ce que j'ai fait. Et on va dire que en fait, ça m'a énormément plu, ça a pris. Et j'ai aussi eu la chance de participer au Festival de Hyères, l'année en 2021, si je dis pas de bêtises. Et ce qui m'a donné un gros coup de visibilité également. Et là, après, je me suis lancée. En fait, il faut présenter 7 pièces, une collection de 7 pièces. Donc, j'en avais choisi 7 dans ma collection qui s'appelait Wallenberg Breen Mementos. D'ailleurs, le nom de cette collection de l'article, donc, ça vient du nom Memento Mori, donc, qui symbolise se rappeler que l'on est mortel ou quoi. Donc, Wallenberg Breen Mementos par rapport à l'Arctique. Et Wallenberg Breen, c'est le nom d'un glacier qui, moi, m'avait énormément ému lors d'une expédition avec Kim Holmen. Donc, voilà le nom de la collection. Et donc j'ai choisi 7 pièces de cette collection que j'ai présentées au Festival de Hyères, ce qui a plu au jury et j'ai eu la chance donc de remporter le prix et ça m'a donné beaucoup de visibilité et ça m'a permis de me dire ok, j'y vais, je me lance vraiment. C'est une satisfaction de savoir qu'il y a des gens qui reconnaissent ton travail, qui est intellectuel mais qui est aussi manuel, des gens qui voient dans ce que tu fais quelque chose qui est intéressant et qui t'honore dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'on a toujours besoin de cette reconnaissance-là. On ne va pas savoir si tu es sur le bon chemin. En plus, tu es toute seule. Pendant le Covid, tu fais ton site, tu fais ton Instagram, tu crées beaucoup de choses comme ça. Donc après, ça doit être assez impactant pour toi d'avoir ça. Oui, alors énormément. Ça te donne confiance de se dire je dois parler des bonnes choses. Mais je pense quand même, pour avoir après été membre d'autres jurys, qu'il faut rester, je pense, un petit peu humble par rapport à ça et qu'avec un autre jury, j'aurais pu ne pas gagner. Moi, j'ai eu de la chance, mon jury a été sensible à mon travail. Comment tu différencies tes différentes collections ou tes différentes lignes ? Donc, elles vont avoir chacune une thématique extrêmement claire parce que ma seconde collection s'appelle Thétis et elle parle de phytoplancton parce que c'est un sujet, je me suis rendu compte que très peu de gens savaient précisément expliquer ce que c'était le phytoplancton. Donc très rapidement, le phytoplancton, c'est un ensemble de micro-organismes qui va être à la surface des mers et des océans et qui fait 2 fois plus, 3 fois plus de photosynthèse que les arbres en fait. Donc la photosynthèse, c'est absorber du carbone et produire de l'oxygène. On en a besoin, c'est en fait plus Alors vraiment, je ne dis pas que la forêt amazonienne, il ne faut pas la préserver, loin de là, mais que l'océan, c'est lui le premier poumon. Et à tort, ce n'est pas ce qu'on entend souvent, mais non, l'océan, c'est vraiment le premier poumon de la planète. C'est extrêmement important. Et en fait, je voulais juste faire une collection qui raconte ça, qui raconte la beauté de la photosynthèse, qui sensibilise au phytoplancton, parce qu'à cause de l'acidification des océans, les coquilles calcaires des planctons en fait, se détériorent un petit peu. Et donc, ça détériore le phytoplancton. Et je voulais raconter toute cette histoire. Donc voilà, c'était une collection beaucoup plus petite. Je crois qu'il n'y a que 7 ou 8 pièces, donc c'est pas énorme. Mais il y avait plus de pièces uniques, donc des pièces un peu plus, encore plus joaillerie, encore plus travaillées.
et qui racontaient toutes des histoires. Une va vraiment raconter l'acidification des océans. Il y a eu une pièce, ma première pièce de très haute joaillerie, qui raconte vraiment la photosynthèse, donc avec un phytoplancton qui s'appelle Cristellaria echinata. J'ai créé tout ça en cire et il y a tout un travail, c'est difficile de le décrire, mais de diamants, de saphirs blancs et de certi. On a travaillé la texture du certi qui représente pour moi la photosynthèse, avec également en pierre de centre une topaze de 100 carats, donc une très jolie pierre, tout à fait. Et c'est une pièce d'ailleurs qui a reçu le prix L'Alchimiste l'année dernière à Timeless Jewels, donc j'ai été très heureuse de ça, et elle sera de nouveau exposée cette année. Donc on la verra. Tout à fait, je vais la réexposer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cette pièce-là, je l'ai vue, elle est magnifique dans les tonalités, dans les nuances de pierre, parce qu'après c'est vrai qu'on est dans la joaillerie, donc il y a des choses qui sont... cette forme, elle est très... tu as raison quand tu dis que tu travailles sur des thématiques, parce que elle est très étirée, elle est très aérienne, elle a un côté... je ne suis pas sûre que le mot organique soit le bon mot, mais il y a une forme qui est spécifique entre coquillage et un peu hors de ce que l'on connaît aussi. Alors ça, c'est ce que j'essaye souvent de faire, effectivement d'apporter un regard différent sur des choses que l'on voit régulièrement. Effectivement, le sujet des océans, ça a été énormément travaillé en joaillerie, je peux en citer plein, mais le côté microscopique du phytoplancton, pour moi, ça n'a pas beaucoup été utilisé. C'est pas joaillerie compatible. Exactement. Et donc en fait, c'est vraiment le monde microscopique, tout comme les flocons de neige, même si c'est une forme qui est un peu plus connue, mais encore une fois, la manière dont je les ai travaillés, il n'y en a qu'un seul qui va être littéral. Les autres, c'est tellement des zooms de flocons qu'en fait, on ne sait même pas, si on ne le sait pas, que c'est inspiré d'un flocon. Le phytoplancton, c'était un petit peu pareil. C'était montrer vraiment ce qui se passe dans l'océan. Si moi, je prends une petite cuillère à soupe d'océan, en fait, il y a plein de phytoplancton dedans. Et regardez ce qu'ils font. Ils font de la photosynthèse et c'est incroyable. Donc, c'est raconter des histoires. Et voilà, même s'il y a des thématiques qui peuvent être communes avec certains autres joailliers, j'essaie d'avoir un regard scientifique, d'avoir une approche scientifique, souvent microscopique, parce que je trouve que ça permet d'avoir une nouvelle perception des choses, de voir les choses de manière toute petite. Mais et voilà, et là, je travaille sur une 3e collection qui est sur le Costa Rica, la biodiversité costaricaine. Et là, il y a un petit peu moins de microscopique, quoique. Mais pareil, j'essaie de raconter des histoires sur la biodiversité, sur comment ça fonctionne, les symbioses, tout ce qui se passe entre les organismes, les arbres. Parce que c'est une des régions qui a une des biodiversités les plus incroyables, les plus riches. Ça s'explique parce qu'en fait, c'est à cheval entre la côte, enfin le continent Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc en fait, il y a un mix des deux. Il y a également le fait que voilà, c'est sur une petite langue de terre. Il va y avoir les Caraïbes d'un côté, il va y avoir le Pacifique de l'autre. En fait, c'est hyper riche. Il se passe plein de choses. Et également, c'est un pays très enclin à parler de protection environnementale, de protéger ses forêts. Et voilà, le gouvernement costaricain est assez engagé. Et c'est vrai que j'avais pensé, par exemple, à aller parler de la forêt amazonienne. Je sais que c'était plus compliqué. En tout cas, à l'époque, le gouvernement, je sais que c'était des sujets plus compliqués. J'en avais parlé avec d'autres chercheurs ou quoi. C'est un petit peu plus difficile. Alors que le Costa Rica, c'est un pays qui est très ouvert à parler de ça. Donc j'ai eu pas de mal à trouver des biologistes qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et là, j'étais dans une réserve naturelle et en tant que bénévole, en fait, pareil, un petit mois. Et donc, j'étais à disposition. Et voilà, on faisait des promenades, enfin pas des promenades, on faisait des expéditions dans les forêts primaires et secondaires. On est allé dans des zones de reforestation. On les aidait à noter plein de choses, voir des évolutions. Puis, il y avait aussi du travail. Il fallait s'occuper de la ferme, enfin une espèce de ferme dans la réserve. Il fallait
voilà, ramasser les déchets. Il y avait un jour par semaine qui était lié à ramasser les déchets dans le village d'à côté. Donc là, c'était entre du bénévolat et de la recherche. Alors que quand j'avais été à Svalbard, j'étais dans une résidence d'artistes. J'y étais vraiment pour le côté, j'y vais pour travailler mon art. Là, j'y étais plus vraiment en tant que bénévole. Et c'était une super expérience. Voilà. En fin de compte, Capucine, dans toutes tes expériences, tu as un côté tête chercheuse. Je vais collecter des informations, je vais collecter des presque, je vais à la rechercher pour la science, pour ta compréhension. C'est comme si tu te posais plein de questions. Tu vas, tu dis bon ben voilà, moi je veux comprendre, je veux savoir. Je vais collecter tout ça et à un moment donné, tu repars riche de tout ça. Tu es comme je ne sais pas, un VRP de l'écologie, parce qu'il y a quelque chose comme ça en toi où tu es très sensible, mais sensible scientifiquement. C'est-à-dire que il te faut des arguments, il te faut vivre les choses sur place, c'est assez impressionnant pour après le mettre dans un autre domaine. Je pense vraiment que pour bien parler d'un sujet, et je ne suis pas scientifique du tout, je n'ai pas cette prétention, mais pour bien parler, mais ça m'intéresse. Et je pense que pour bien parler d'un sujet, en tout cas d'un point de vue design, il faut le connaître un petit peu, il faut le maîtriser. Et je pense vraiment que mon travail n'aurait jamais eu cette... je ne sais pas comment le formuler. Je pense que mon travail n'aurait jamais eu cette aura ou cet impact si je n'avais pas été sur place, mais si j'avais juste regardé des photos Pinterest d'un iceberg, par exemple. Je pense que quand on va sur place, on capte beaucoup de choses qu'une photo ne va pas transmettre, que ce soit les bruits. Un glacier, ça fait énormément de bruit. Et ça, il y a plein de gens, on ne le sait pas, mais en fait, ils se craquellent tout le temps. Il y a la glace qui pop également. Les petits bouts de glace qui sont tombés, ils popent tout le temps. Et on respire donc de l'air très très ancien, qui était capturé dans cette glace très très ancienne. En fait, il y a plein de choses, tant qu'on n'a pas été sur place, on ne sait pas comment c'est. Et c'est pas des photos, c'est pas... Même des documentaires, tout ça peut essayer de retransmettre au mieux, mais c'est vrai que l'expérience personnelle, ça change tout. Et après, il y a aussi la sensibilité. Moi, sur le Costa Rica, il y a des histoires que je raconte. Je ne pouvais pas raconter tout. Il y a trop de biodiversité, il y a trop d'animaux, d'histoires. J'ai pris un axe et j'ai pris des choses qui, moi, sur le coup, m'ont ému, m'ont touchée, où je me suis dit, mais waouh, incroyable, ces fourmis, elles arrivent à faire ça, je dois le raconter. Qui veut entendre parler d'une fourmi? Peut-être personne, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, je fais une bague sur les fourmis. Et plein de choses comme ça. Et après, c'est très personnel. Voilà, moi, quand j'y étais, on a fait telle expédition pour aller observer des toucans, une catégorie de toucans en voie de disparition. Bah, si j'avais été un mois plus tard dans mon expédition, ça aurait été autre chose, exactement. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai vécu. Donc, je vais raconter ça comme ça. Et voilà, je dirais. En fin de compte, tu es avant tu es aventurière. Dans ton concept, tu pars à tête chercheuse, tu es aventurière. Et puis après, tu deviens témoin. Et dans ce témoignage, tu le mets en joaillerie parce que c'est la manière de t'exprimer. Et donc, sur le salon, nous allons voir ces collections-là. Oui. Alors oui, il y aura un petit peu de tout. En fait, pour être très honnête, la collection Costa Rica, je vais la sortir qu'en 2025. Mais j'ai quelques pièces qui sont finies depuis plusieurs mois et je pense que je vais les exposer au salon, effectivement, de manière très privée, très en avant-première. Il y aura, à mon avis, pas de photos, de communication, particulièrement sur les réseaux. Mais les gens qui viennent, j'ai envie d'avoir en fait les retours sur les quelques premières pièces qui sont terminées. Donc voilà, il y aura pas mal de pièces de la collection Tétis sur le phytoplancton et quelques pièces sur Wallenberg Green Mementos. Et après, il y a également quelques pièces que moi j'appelle mes électrons. Donc on reste toujours dans le vocabulaire scientifique. Ce sont des bagues, beaucoup de bagues, mais en tout cas des bijoux, où il y a juste... je voulais faire une thématique, mais une fois. J'avais pas envie de faire toute une collection dessus, ou peut-être que ça viendra plus tard. Et donc il y a quelques bagues électrons comme ça également, qui seront présentes, je pense.
Alors, on se retrouve sur le salon et on voit tes merveilles. Et surtout que les gens viennent te poser des questions pour que tu puisses leur parler de tout ton environnement. Parce tu sais, des fois, la joaillerie manque de fond, d'idées. Et là, toi, tu as tellement d'idées, tu as tellement d'environnement, tu as tellement de choses comme ça que c'est stupéfiant que tu arrives à les mettre en joaillerie. Je suis assez épatée et je me dis que donc dans 15 jours, on se retrouve. Avec plaisir.